Bonjour, bonsoir les amis, je suis Christelle. J'ai été absente ces 2 dernières semaines, indépendamment de ma volonté, mais je suis de retour, grâce à Dieu. Merci aux équipes de Meganpedia et de Source Squad Podcast, Tina et Michel, ainsi qu'aux abonnés de nos plateformes, de promouvoir dans leur capacité la chaîne de Meganpedia francophone podcast. Merci également à ceux qui auront pris de mes nouvelles. Alors, les amis, parlons Commonwealth, voulez-vous? Il y a 2 ans, le journal français Le Monde publiait un article sur le Commonwealth que je définirais de sarcastique, car sa lecture m'a semblé ironique et vous laisserait presque une moue si dans la répression de rire mon cœur au coin de la bouche. À la question de savoir ce qu'était le Commonwealth, l'article estimait que le concept n'était que l'issue d'une histoire coloniale ou culturelle complexe, où les anciens territoires britanniques s'étaient fédérés sous la forme d'une union de pays libres et égaux au XXe siècle. Il se trouve, mesdames et messieurs, que cette organisation intergouvernementale, qui bien sûr est peu connue des pays francophones, comprend pas moins de 53 pays membres, bref, le continent africain, d'accord, qui lui comprend 54 pays, rassemblés formellement en 1949, c'est-à-dire qu'il y a 71 ans. Ce que je trouve particulièrement dégoûtant, c'est que ces 53 pays, qui à eux seuls représentent une puissance mondiale et le tiers de l'humanité avec 2,4 milliards d'habitants, n'ont en fait aucune obligation les uns envers les autres, mais adhèrent tous à la charte du Commonwealth qui, d'après le journal Le Monde, énonce une série de valeurs fondatrices telles que la démocratie, les droits humains, faites-moi rire, la non-discrimination, ok, c'est officiel, nous pouvons en rire, d'accord, la liberté d'expression, ça fait partie des chartes du Commonwealth, d'accord. Alors, parlons de liberté d'expression. Que faisons-nous donc du credo royal qui dit ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier? Et un autre credo du Commonwealth, c'est la séparation des pouvoirs. Alors, quand Chucky et son fils Ken flirtent avec le parti et les factions nationalistes britanniques, ce n'est pas politique peut-être? En fait, bref. Lorsque nous savons que ces valeurs ont été établies en 1949 par l'Empire britannique, alias la famille Windsor, on frôle le risible. Je comprends que, tel un serpent qui se laisse hypnotiser par les mélodies d'une flûte indienne, la famille royale et son gouvernement auront pensé que faire miroiter les prémices d'une possible justice et égalité pour les peuples se trouvant sous le talon de l'impérialisme amadouerait ces derniers et permettrait ainsi de réprimer une révolte qui aurait sûrement expédié la Grande-Bretagne dans les méandres de l'oubli. Alors, quitte à vendre à leur colonie une utopie, afin de préserver le train de vie dispendieux des Windsor et de leurs semblables, vaille que vaille. Le Commonwealth, ne l'oublions pas, c'est avant tout un atout et une carte politique pour la monarchie britannique. En effet, la grand-mère de Harry, Elisabeth II, détient des titres politiques selon l'angle de la terre où se trouvent ses colonies, ou plutôt officiellement ex-colonies. Elle est chef d'État des colonies devenues républiques, monarque des pays comme le Canada, l'Australie et en plus la Grande-Bretagne, et monarque des petites monarchies, d'accord, telles que le Lesotho. Je vous en parlais dans mon précédent podcast, et que je vous invite d'ailleurs à réécouter. Des petites monarchies comme la Malaisie, le Brunei. Oui, je suis atterrée, ok, je suis aussi atterrée que vous. Elle est monarque de ces petites monarchies. Les seuls avantages, ou plutôt les plus saillants d'entre eux, seront le fait que si un citoyen du Commonwealth se trouve dans un pays où il n'a pas de représentation diplomatique, il peut s'adresser à l'assistance consulaire britannique, s'il y en a une. Pour le moment, seuls les citoyens australiens, néo-zélandais ou canadiens peuvent demander un visa de travail, vacances,
qui permet aux personnes de 18 à 30 ans de travailler au Royaume-Uni. Ou plutôt au Royaume-Uni, pardon. Alors, je me pose la question, qui des 16 pays membres africains, on est censé tous faire partie du Commonwealth, ou pas? Alors, je vous parlais du Commonwealth et de ses relations avec ses pays membres, que je considère relations adultérines. Ok, pourquoi adultérines? Parce que par leur seule conception tordue, d'accord, de ce que doit être le contrat social, la famille royale de Grande-Bretagne aura corrompu la morale humaine et insulté l'intelligence de ceux qu'ils définissent encore aujourd'hui au XXIe siècle. Et avec orgueil, dédain, une bonne dose de mépris et de condescendance comme leurs sujets, ou plus exactement les sujets de Sa Majesté. Ok, aberrant. Bon, j'avoue qu'entendre ces mots dans les films avec pour héros James Bond donnait un certain cachet aux phrasés des dialogues et faisait penser à un personnage presque ayant, et littéralement, le monde à ses pieds. N'oublions surtout pas que les films britanniques des années 30 à 70 avaient surtout pour but d'aider à étendre la propagande vers les colonies de l'Empire. Les plus royalistes d'entre vous, oui, vont penser qu'il est tout à fait légitime de voir le monarque britannique comme cette entité intouchable et dont le seul fait que nous vivons à la même époque qu'elle, disons dans le futur, ou que lui, devrait nous transporter de reconnaissance éternelle. Une reconnaissance qui, il faut le rappeler, serait née du fait que cette institution, tels les anciens royaumes d'Europe, vit de la paix du contribuable. Au moins ici, cela se traduit, on dira que cela se traduit non pas par le versement de la moitié de votre récolte ou le plus beau gibier que vous serez allé chasser aux aurores pour vous et votre famille, mais que vous devez déposer malgré vous chez le régent, mais par le versement rituel d'une contribution sonnante, mais si insignifiante à première vue que le contribuable britannique la considère négligeable. Oui, les traditions protocolaires et non culturelles sont aussi ce dont je parle ici. Traditions qui se muent en syndrome de Stockholm, ok? Où la victime voit son agresseur comme étant la seule entité qui la valorise et dont se sent obligée de défendre ce dernier, même si cela signifie se prendre le visage dans le mur. Simplement pour dire ici que beaucoup de pays du Commonwealth, et j'insiste plus sur les pays africains, puisque je fais partie de ce continent africain-là, sans vouloir en faire le procès, d'accord, n'ont montré jusqu'ici aucune intention de mettre fin à ce statut d'éternel assisté. Et cela n'est pas pour déplaire à la couronne britannique. Le règne de Lilibet reste synonyme d'enlisement et de pillage de ressources minières telles que le diamant, l'or, le rubis, l'ivoire, les tissus rares, et le tout calmement coordonné depuis plus de 65 ans. Mais vous, ô sujet de votre état, devez rester gracieux et surtout reconnaissant que la firme Mountbatten-Windsor considère votre existence, le nez levé, comme un bénéfice unilatéral où l'ascenseur social du classicisme reste bloqué à leur étage. Bon, ça c'est mon avis. En 1949, année de la création du Commonwealth, comme je vous le contais, on va dire un peu plus tôt, l'Irlande et la Terre-Neuve quitteront l'organisation. Moi, je dirais des visionnaires. Ok, ils seront suivis en 2016 par les Maldives. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord? En 2002, le Zimbabwe de Robert Mugabe fait tout pour se faire éjecter du Commonwealth, ok, avant de quitter définitivement l'organisation en 2003. Bon, il serait bon de souligner que le Royaume-Uni aujourd'hui souhaite la réintégration du Zimbabwe dans l'organisation, maintenant que Robert Mugabe n'est plus président de ce pays-là. Il faut dire qu'il était un président, entre guillemets, incontrôlable. Pour ceux qui ne connaissent rien d'autre de ce pays qu'est le Zimbabwe, que ce que les médias occidentaux veulent bien partager avec leurs compatriotes, le Zimbabwe est un pays de l'Afrique australe, d'accord, qui a avant tout une histoire tourmentée.
Je m'explique en quelques lignes, d'accord? Bien que remontant à l'âge de pierre, bon, je vais dire aux alentours du 5e siècle, ce pays, le Zimbabwe, d'accord? Le Zimbabwe, comme beaucoup d'autres en Afrique noire, vivait d'élevage. Alors, il a connu la colonisation britannique avant de déclarer unilatéralement son indépendance en 1965. Ce qui a suscité, comme vous pouvez le deviner, des tensions avec la Grande-Bretagne. D'accord? Il n'est pas question que vous vous libériez. C'est nous qui devons juger si on n'a plus besoin de vos, de vos services. Bon, vous savez, supporter sans cesse que on a déjà vu cette histoire se répéter. Alors, comme je disais, excusez mon égarement, donc comme je disais, alors il y a eu des tensions, c'est vrai, entre la Grande-Bretagne et le Zimbabwe. Et je note au passage que Elisabeth II était déjà reine, d'accord, depuis 1954, c'est-à-dire 9 ans plus tôt. Elle était montée sur le trône et en 65, le Zimbabwe se déclarait, je dis bien se déclarait indépendant. Ils n'ont pas attendu que qu'on veuille bien casser les cadenas des chaînes qui les retenaient. Ils se sont eux-mêmes déclarés indépendants. Et nous voyons déjà des similitudes avec l'institution royale d'aujourd'hui. D'accord? Vous souhaitez pouvoir vous exprimer librement, alors vous êtes parti pour des méthodes d'intimidation dont le gouvernement britannique a le secret vis-à-vis de ses anciennes et présentes colonies. Enfin, je m'éloigne, je m'éloigne. Pardonnez mon exubérance, je vous prie. Bref, tout aurait continué, et tel un long fleuve tranquille, sans l'arrivée de Meghan, future épouse de Harry, et le marteau le plus retentissant sur la tête du Commonwealth. Okay, qui semble sortir de ses 3/4 d'un siècle de léthargie pour réaliser péniblement le racisme latent qui couvait sous les pans du manteau doré de la famille royale d'Angleterre. Bon, unanimement et de façon naturelle, la majorité des pays du Commonwealth qui sont composés d'ethnies diverses, je précise en plus, que les faibles suprémacistes aiment à qualifier de minorité et de pays du tiers-monde et qui se reconnaissent en la future duchesse de Sussex, regarderont, et là je parle, okay, des pays du Commonwealth qui regarderont avec embarras, horreur, je dirais même colère et dégoût, cette dernière traitée comme une moins que rien. Lorsque son seul quotient intellectuel surpasse celui de tous les membres de la famille Mountbatten-Windsor réunis. D'accord? Et ça, c'est un fait. Et non, ce n'est pas une exagération. Alors, humiliée, abusée et vilipendée, la duchesse ne fera même pas 2 ans dans le royaume et prendra son fils, et ses clics et ses claques, et excusez le vocabulaire, foutra le camp, sans demander son reste. Au grand soulagement de ses détracteurs britanniques, mais à l'horreur et le choc de voir son mari, le prince Harry, 6e au trône et soi-disant petit-fils préféré de la reine, la suivre en acceptant de sacrifier en chemin ses titres militaires honoraires, je précise. Ce départ, si côté politique et diplomatique n'a pas fait de vagues les premiers mois, verra ensuite une chaîne de démission de certains pays du Commonwealth, okay? Surtout après le scandale de l'insigne royal que la reine offre ou offrait, okay? En récompense pour je ne sais quoi. Scandale exacerbé par le meurtre aux États-Unis de M. George Floyd. En tout cas, éduquez-moi dans les commentaires, voulez-vous? je pencherai pour... je parle de l'insigne, d'accord? Je pencherai pour allégeance à la couronne britannique, d'accord? En d'autres mots, récompense pour loyauté envers le massa. Comme on dit chez nous, le massa, c'est-à-dire, d'accord, le patron, le chef, d'accord, bref. Ouais, bon. Alors, parlons un peu de cet insigne, d'accord? Il représente un ange caucasien, bien sûr, écrasant un homme à la peau noire. Et un détail conséquent, d'accord? C'est un détail conséquent qui n'a sûrement pas échappé aux avertis sur la planète Sussex, mais semble avoir été étouffé par les merdias britanniques auprès de leurs concitoyens. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Alors, les pays
qui cette année 2020 ont décidé de faire bouger le Commonwealth au risque de ne plus avoir Lilibet comme dirigeante de cette organisation et donc automatiquement son rejeton et héritier direct au trône, le prince tampon, sont la Jamaïque. Oui, on a vu son premier ministre, d'accord, sortir marmite, comment dire, et poser sur le feu, prête à faire bouger les choses. Nous avons également les Caraïbes, ou plus précisément les îles de la Barbade. Les îles de la Barbade, je crois que Rihanna est de la Barbade. Oui. Qui montre déjà une certaine impatience. Oui. J'ai constaté que la Jamaïque et les Caraïbes se font de plus en plus entendre. Et je me rappelle encore qu'il y a quelques années, un pays de l'Océanie aussi avait demandé à quitter le Commonwealth. Et les Windsor avaient dispatché Harry sur le continent pour apaiser les choses. Et c'est assez étrange parce que chaque fois qu'il faut apaiser, oui, comment dire, des intentions que les Britanniques considéraient de belligérantes, on envoie toujours, ou alors on envoyait toujours le prince Harry, sachant qu'il était, comment dire, aimé de tous. Et justement, cette île-là, cette année-là, avait décidé de laisser tomber, d'accord, le retrait. Mais j'espère qu'ils remettront ça sur les rails. Alors, bon, je m'égare comme d'habitude. Ok, alors, si du vivant de la reine de Grande-Bretagne, d'accord, il y a déjà des crachotis dans ce système, de l'âne et de la carotte. Qu'adviendra-t-il durant le règne de Charlot? Et quitte de son fils à lui, Ken l'Envieux, qui démontre déjà une forte arrogance, une paresse sans égale pour une autorité de sa position, son dédain pour les plus démunis et son insécurité mise en alerte lorsqu'il est en présence d'une gente féminine qui sait ce qu'elle veut et fait entendre sa voix. Hors de cette petite île royale, mais centenaire, des voix pleines de colère et de prière prédisent la fin de la monarchie pendant le règne presque probable mais incertain de Charlot, le prince tampon. Ce qui laissera le frère de Harry nu, d'accord, sans institution, ni repère, et encore moins sans but. Ceci simplement s'explique par le fait que ce dernier est depuis 38 ans en formation, comme ils disent. Oui, ils disent en général a monarch in the making, comme pour dire oui, un monarque en formation. Ou alors, comme l'espèrent les journaleux bétisianiques, sur le point de chipper le trône à son père, qui pourtant reste plus vivant que jamais. Mais le monde est dans l'actualité évolue, ce qui fait qu'il n'y a plus de prétexte à éviter les sujets tabous par l'oppresseur. En d'autres termes, si les Mountbatten Windsor refusent de parler des crimes et autres génocides britanniques dans leurs anciennes et actuelles colonies, quand seront-ils donc prêts à reconnaître le tort et de s'engager dans l'impossible? Entendez par là, bien sûr, demander pardon pour les atrocités commises. J'ajouterais même que plutôt que de se faire payer pour avoir été privés d'esclaves, ou plutôt de colonies pendant des décennies, montrer par exemple leur bonne foi en votant des lois permettant la réhabilitation de toutes ces populations sacrifiées dans le seul but d'aligner des rubis et des diamants sur les couronnes royales bétisianiques. Vous pensez que je m'égare? Ouais, peut-être. Le sujet ici n'est pas de faire le procès de l'esclavage, d'accord? Mais bon, reconnaissons quand même que la Grande-Bretagne a, pour ainsi dire, évolué dans sa façon de procéder en, disons, bonifiant ses méthodes de discrimination. Le plus important pour la royauté du coin reste le fait que les autres, ok, ou tous ceux qui ne sont pas eux, reconnaissent leur place. Le prince Harry nous a démontré et continue à nous le démontrer qu'il est taillé d'une autre étoffe.
et la crainte qu'inspire le simple fait qu'ils ne réchignent pas à participer à des sujets de conversation qui fâchent les coupables pour certains pays du Commonwealth à sortir de leur apathie et à demander non pas des comptes, bien qu'ils en ont tout à fait le droit, mais simplement à être reconnus comme êtres humains et souverains de la destinée de leur pays. Cependant, nous avons pu voir le faux outrage de l'entourage de la reine via leur bureau de communication habituel, c'est-à-dire les médias du coin. Notre Harry n'a pas ménagé ses efforts. Loin de là, il a discuté discrimination raciale, il a avoué apprendre de l'humilité en chemin, il a reconnu ses privilèges forgés dans une bulle royale faite d'ignorance, de classicisme et d'arrogance pompeuse, dont il est clair pour nous. Il ne fait plus partie désormais. Certains leaders de pays du Commonwealth ont appuyé ces dires. Et on va dire une brise en fait, une brise, oui, de soulagement aura même traversé les lecteurs, en tout cas moi, ok, à la seule pensée de savoir qu'au moins un membre de la famille de Lilibet reconnaissait la souffrance, la frustration et les reproches non formulés de ses ex-colonies, dont la position de soumission actuelle bénéficie aux plus riches et à leurs descendants. Bon, je pense que les règnes, d'accord, je pense que les règnes de Charlot et son fils seront dans leur généralité sans caractère et axés plus sur le paraître, à une différence près bien sûr. La différence est que Charles peut être crédité d'un projet environnementaliste et d'une œuvre de charité qui donne l'opportunité à des jeunes de montrer leur talent depuis plusieurs années. D'accord. Ken, eh bien, c'est un monarque en formation. Pardon. Ok. Donnez-moi un coup de main, d'accord, dans les commentaires, car à part essayer de se muer en sa belle-sœur Meghan en se faisant écrire, d'accord, en se faisant écrire la première de couverture d'un livre de cuisine auquel il a associé son nom, il n'est pas très connu pour son ardeur au travail. À moins que... Ah ben oui, il héritera du travail des uns et des autres, comme il le fait en ce moment. Dans ce domaine, nous savons qu'il a déjà quelques années d'expérience, depuis sa naissance, oui. Des boissons ou des repas servis avant son frère, un département universitaire créé rien qu'en son honneur, bien que n'étant pas honoré par sa présence. Oui. On a des projets créés par son petit frère et, et auxquels il apposera son nom à défaut de s'approprier intégralement les 10 projets. Nous avons des œuvres de charité où il a pour seule obligation de se présenter pour les séances photos. Oublions les prétendus, bien sûr, oublions les prétendues tentatives de projets avec les pontes de l'Internet. D'accord. Ma question est de savoir, en fait, s'est-il déjà entretenu avec des personnalités politiques et diplomatiques? Bon, ok, ne faites pas attention à son périple royal où il se faisait transporter sur un trône porté par quelques indigènes en souvenir du bon vieux temps. D'accord? Oh, mon Dieu, bref. Il serait bon que les pays restants du Commonwealth s'organisent, d'accord, pour prendre la poudre d'escampette, comme on dit. Car être dirigeant n'est pas un héritage. Il faut pouvoir démontrer qu'en tant que prétendant au poste de dirigeant de cette organisation qu'est le Commonwealth, la couronne britannique post-Élisabeth II vaudra encore mieux qu'avoir juste la main mise sur des ressources qui ne lui appartiennent pas. Cependant, et vu le traitement que cette dernière a administré à Meghan, nous ne faisons pas d'illusions, n'est-ce pas? Alors, alarme successive. Ting ting. Alarme successive. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été absente, c'est vrai, ces 2 dernières semaines. Alors, je vais faire un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé sur la planète Sussex.
D'accord, en chemin, je vous mettrai peut-être une ou deux informations. Je vous prie de m'en excuser d'avance. Mais avant de me lancer dans le carnet de réunion de Harry et Meghan de ces 2 dernières semaines, je souhaiterais faire une petite annonce. Alors, pour célébrer le 10e podcast en français de notre plateforme, je vous invite à m'envoyer vos questions sur le DM Instagram et Twitter de Meghanpedia, s'il vous plaît, et vous recevrez vos réponses en podcast vendredi prochain. D'accord? On dira que vous avez jusqu'à mercredi, mesdames et messieurs, pour griller vos ménages. J'attends vos questions. J'espère qu'il y en aura. Je me ferai une joie d'y répondre en podcast vendredi prochain. Alors, la semaine dernière, nous observions les retombées des entretiens modérés par Harry et Meghan pour 100 Time Talk, c'est-à-dire le magazine de Time. Et ces entretiens avaient été placés sous le thème de concevoir un monde meilleur. En anglais, ça donnait Engineering a Better World, mais concevoir un monde meilleur. Quelques jours après, le prince Harry reconnaissait lors d'un entretien avec un protestataire des journées de marche contre la discrimination raciale à Londres que l'éducation presque récluse et dorée qu'il avait reçue était faite de préjugés, d'ignorance, d'arrogance et de racisme exacerbé. D'accord? Vraiment, lui tire notre chapeau. Ce protestataire, lui, nommé Patrick Hutchinson, bon, je ne sais pas qui c'est, mais ce que je sais, c'est qu'il avait fait la une des journaux britanniques parce qu'ayant sauvé littéralement le derrière d'un raciste qui, s'étant senti pousser des ailes et s'étant cru invincible, avait décidé de se mêler à la foule des protestataires contre les discriminations en Grande-Bretagne. Mais bon, pour des raisons différentes, d'accord? Lui, il s'était mêlé à la foule pour rappeler aux protestataires que leur vie ne valait rien et que seule celle des personnes aux gènes récessifs devaient être préservées ou privilégiés, respectés et honorés. En tout cas, il aurait reçu la fessée de sa vie si ce Patrick n'était pas passé par là. D'accord? Je vous laisse en tirer vos propres conclusions, les amis. Je dis toujours que dans des moments comme ça, il y a des fessées qui se perdent. Mais bon, passons. Dans l'actualité, Meghan a posé une pétition auprès de la Cour de justice requérant un délai dans la bataille qu'elle a engagée contre un journal à scandale bétisianique afin de présenter un jugement sommaire auprès du juge. D'accord? Ce qui permettra à cette affaire juridique d'avoir son épilogue d'ici à l'automne 2021. Moi, ça m'arrange. Tout ce qui tient Meghan à l'écart de cette île, de cette famille-là et tout, moi, ça m'arrange. Alors, mais à titre de rappel, d'accord, à titre de rappel, Meghan avait lancé des poursuites judiciaires contre ce torchon bétisianique là, à scandale pour violation de droits d'auteur et de vie privée, ainsi que pour violation des protections de données concernant une lettre qu'elle avait écrite à son père en 2018. Alors, il avait été précédemment instruit par le juge qu'une rencontre des parties devant le tribunal se ferait le 11 janvier 2021. Ce qui, si la requête de Meghan était approuvée par la Cour, n'aurait plus lieu d'être. Et mes amis, approuvée, elle a été. Ce qui nous a fait sauter de joie dans la stratosphère des supporters des Sussex et a fait fulminer les journaleux qui se faisaient déjà un plaisir sanguin de rentabiliser sur la présence de Meghan sur leur île. Oh, je suis contente. La semaine dernière, ok? La semaine dernière, c'était aussi la fin des festivités de Halloween. On va faire une toute petite promenade d'histoire, d'accord? Parlant de Halloween, d'accord? Halloween, en général, s'il faut avoir une compréhension française de la chose, marque en fait la veillée de la Toussaint.
et se célèbre le 31 décembre, oh, pardon, le 31 octobre, qu'est-ce que je dis? Le 31 octobre de chaque année. Bon, sous des notes un peu plus morbides, je dirais que Halloween est une fête très ancienne. D'accord? Elle aurait été inventée j'ai failli dire en 2000. Non, elle aurait été inventée il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Pendant mes lectures et mes recherches, j'ai trouvé qu'elle avait été inventée par les Celtes. Bon, les Celtes, ça fait partie de cette ancienne population, comment dire, européenne. C'est un moment où l'Europe se reconstruisait. Et... Bon, je n'ai pas voulu trop entrer dans les détails de ça et j'ai préféré me focaliser sur le plus important. Ok, ça fait 2000 ans quand même que cette fête est célébrée. Ce n'est pas rien. Alors, selon cette tradition, la nuit du 31 octobre appartenait aux morts, qui se déguisaient en monstres pour venir visiter les vivants. Aujourd'hui, elle est plus célébrée dans les pays anglo-saxons, comme l'Angleterre ou les États-Unis, bien que sa popularité s'étende un peu partout sur le globe. Elle est célébrée un peu partout. Mais parfois, je me demande même si les personnes dans ces pays-là qui n'ont pas cette fête pour tradition savent ce qu'elle représente. Donc, c'est vrai que Halloween aussi, c'est un peu comme se faire peur en riant. D'accord? Parce que même les adultes y participent, on se déguise. Mais c'est juste pour rire, oui. Entre-temps, les enfants, eux, ils ont l'habitude de collecter des confiseries. En anglais, en général, bon, c'est vrai que je m'éloigne de ce que je veux dire, mais je voudrais quand même rester dans cette petite promenade-là historique de Halloween. Pendant cette célébration-là, ce que les enfants en général font, c'est qu'eux aussi, déguisés entre guillemets morts, ils se rendent dans les maisons où en général il y a une citrouille, oui, dans laquelle des yeux et des dents ont été découpés, dont la citrouille vide de l'intérieur vous donne l'impression de vouloir vous faire peur. C'est un des symboles de Halloween. Et devant chaque maison où vous trouvez cette citrouille, c'est un peu le signal pour les enfants qu'ils peuvent sonner à la porte de cette maison-là et demander des bonbons. En anglais, ils ont l'habitude de dire trick or treat, ce qui veut dire un bonbon ou un sort, d'accord? Ou vous me donnez un bonbon ou je vous jette un sort. C'est un peu la règle. Oui, pour les enfants, c'est une occasion de, comment dire, on va dire d'être enfant, voilà. Alors, j'ai bien voulu imaginer que cela a été un moment de rire pour la petite famille des Sussex. C'est le premier Halloween de Archie. Vous vous rendez compte? C'est le premier Halloween de Archie. Bon bref, je ne compte pas le fait qu'en octobre 2019, il était encore là-bas, mais bon. Avec les tensions régnantes, je ne pense pas que ça traversait l'esprit de ses parents de célébrer cette fête. Ok, revenons à notre sujet de la semaine. À l'actualité de la semaine plutôt. Alors, la fin de semaine a également été secouée par les ragots d'un ancien général désargenté, d'accord, Betty Yannick, qui prétendait que Harry, depuis qu'il avait quitté Londres, s'était coupé du corps militaire et que c'était attendez, que c'était scandaleux et honteux. Ce que Harry a tout de suite refuté, bien sûr. Moi, je dirais que cet ultime affront annonçait déjà la couleur de la tactique du palais de Bettisgam, oui, qui ignorera le souhait de Harry de voir une gerbe de fleurs déposée en son nom au pied de, je pense, c'est du soldat inconnu, en mémoire de la journée du souvenir. D'accord? La journée du souvenir célèbre en général, en fait, les vétérans de guerre et ceux tombés au combat pour l'amour et la liberté de leur patrie. Alors le prince Harry, qui a servi pendant 10 ans dans l'armée de son pays, il a servi 2 fois en Afghanistan, prend encore aujourd'hui son devoir au sérieux, car, comme on dit, soldat un jour, soldat toujours.
Mais si le but de sa famille éloignée, aujourd'hui, était de le blesser, ils auront tapé à côté, comme on dit. Comme toujours. Et le tout étant de savoir rebondir. Okay? Je dirais que le tout étant de savoir rebondir, Harry et son épouse Meghan se rendront au cimetière de Los Angeles, à défaut de se faire représenter à Londres. Et ça m'a vraiment fait plaisir, parce que ce sont des rebonds, quoi. Je pense, et je continue à penser que ces couples, ils ont toujours un plan B, un plan C. Qu'adviendrait-il? Ok, que ferions-nous si ceci ou ceci adviendrait? Et vu l'environnement dans lequel ils avaient l'habitude de vivre, je crois que, comme on dit chez nous, c'est pas seulement chez nous, mais j'ai déjà entendu ce terme, surtout au niveau des militaires, ils ont l'habitude de dire on espère le meilleur, mais on doit se préparer pour le pire, un truc comme ça. Enfin, dites-moi dans les commentaires, d'accord? Merci. Alors, comme je disais, parlant du fait que ils ont carrément ignoré le souhait de Harry d'avoir une gerbe déposée en Grande-Bretagne en son nom, ce n'est pas grave, ok? Cet homme n'est pas apatride. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que il n'est pas comme s'il n'a pas de pays. On dit en général que ma maison, ou là où mon cœur se trouve, ou alors ma maison est là où on m'aime, ou alors où on m'accepte. Tout cela pour dire que Harry n'est pas apatride. Si ses anciens concitoyens, pensent que leur nationalité est la seule au monde, ils se mettent le doigt dans l'œil. S'ils veulent éloigner cet homme, ce n'est pas grave. Il a une nouvelle patrie, et ce sont les États-Unis. Aux États-Unis, on l'a accepté sans condition. Rien que parce que il a traité sa femme avec amour, honneur et respect. Mais ça, c'est une histoire que je crois vous retrouver dans un de mes anciens podcasts sous le titre de Harry pour l'honneur et la famille. Alors, je reviens à l'histoire du cimetière de Los Angeles. Voulez-vous? Restons dans le cadre de la journée du souvenir en mémoire de ces hommes et femmes qui ont perdu leur vie pour sauver leur nation. Donc, comme je disais, le prince Harry a servi pendant 10 ans. C'est un soldat, c'est un vétéran et il le restera toujours. Et j'ai été très heureuse de voir que ils se sont rendus au cimetière militaire de Los Angeles. Alors, le cimetière militaire de Los Angeles est un des 14 cimetières nationaux créés pendant la guerre de sécession aux États-Unis en juillet 1862 comme lieu d'inhumation militaire. Et ça, c'est bien, on aime. Alors, parlons de la nouvelle de cette semaine qui se termine. La nouvelle de cette semaine reste les nominations faites par Harry et Meghan quant à la composition de leur équipe avant le fonctionnement officiel de leur fondation. D'accord? Le lancement ayant déjà été fait et beaucoup de personnes encore en train de s'inscrire, d'accord, sur le site de Ashwell. Harry et Meghan se préparent à faire fonctionner à plein régime leur fondation. Alors, nous avons un nouveau chef de communication dans l'équipe des Sussex, en la personne de Christine Schimmer, et une nouvelle attachée de presse, la bien nommée Toya Holness. J'avoue que quand j'ai lu Holness, au départ, je me suis dit que je ne voyais pas bien. J'ai pensé avoir lu Toya Hotness. Oui, je sais, j'ai parfois l'esprit tordu, mais bon. Mais bon, la bien nommée Toya Holness. Et quand j'ai regardé Holness, je me suis dit, oh mince, je sens comme une odeur de sainteté dans le nom de cette dernière. Bon, sans vouloir toutefois commettre de blasphème. Ok?
Ces deux jeunes femmes ont pour elles l'expérience et un CV long comme un bras. Et sont facilement dépistables sur LinkedIn. D'accord? C'est un moteur de recherche bien connu des professionnels. Le scandale de la semaine, je ne sais pas si je peux dire cette semaine ou la semaine dernière, je crois que ça vient quand même du côté des Clownbridge. D'accord? Mais bon, qu'est-ce que je peux en dire? J'ai cru entendre, j'ai cru lire quelque part que Karen, future reine consort, était assise ou était plantée devant un mur rose. Enfin, je ne me rappelle plus. Bon, j'ai pas... Sincèrement, pour ceux qui ont qui me suivent depuis quelque temps déjà, vous savez que j'ai pour ce côté-là une extrême indifférence. C'est un gros problème quand il s'agit des Gémeaux. Quand on se soucie moins de quelque chose, on le fait sincèrement. J'essaye de vouloir m'intéresser à ce qu'ils font, mais je n'y arrive pas parce que pour moi, ils me sont complètement indifférents. Mais je vous en prie, lâchez-vous, dites-moi dans les commentaires quel a été votre plus gros scandale venant du camp des Clownbridge ces 2 dernières semaines. Je dis bien ces 2 dernières semaines, je ne parle pas de ce qui s'est passé ces 4 dernières années parce que, oui, je n'ai pas envie de créer une compilation. Parce que compilation, une ne suffira pas. Alors, je me focalise sur les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui, d'après vous, dans le camp Clownbridge, cette semaine ou la semaine dernière, avez-vous jugé de scandaleux? Je veux dire, à part le fait de copier l'incopiable, okay? De copier des choses qui ne les représentent en rien. Alors, les amis, c'est ainsi que prend fin ce podcast. Je vous invite à vous laver les mains, d'accord, à les désinfecter, à toujours porter votre masque en public et entre les repas au restaurant, bien sûr. Avant de prendre officiellement fin ou prendre congé de vous, pardon, avant de prendre officiellement congé de vous, qu'est-ce que je dis? Avant de prendre congé de vous officiellement, j'y suis arrivée. Je souhaiterais réitérer mon invitation, d'accord, à ce que vous laissiez vos questions sur les DM de Megalpedia sur Instagram et sur Twitter, qui seront ensuite suivis d'un podcast vendredi prochain, d'accord? Et aussi, j'en profite, oh mon Dieu, j'en profite aussi pour souhaiter félicitations à tous nos followers africains et tous ceux qui ont des connaissances, amis et familles, enfin je voulais dire américains, d'accord? Américains, parce que oui, les 2 dernières semaines ont été ponctuées de votes et on a eu finalement une victoire pour nous. Quand je dis pour nous, c'est pour tous les supporters de la justice et de la décence, de l'humanité. Toute politique mise à part. D'accord? Félicitations à tous les votants américains qui ont voté pour la justice, qui ont voté pour leur pays, la démocratie, ok, en lieu et place d'une dictature et d'un régime totalitaire. Nous, en Afrique, on sait ce que c'est. Et on ne souhaite pas cela pour vous. Alors, félicitations encore pour l'équipe de Joe Biden et Kamala Harris, pardon. Pour en revenir à mes souhaits de départ, je vous dis de prendre soin de vous. Et j'espère que nous nous reverrons la semaine prochaine. Mes amis, au revoir.